La plupart des êtres humains passent une partie immense de leur vie à se défendre devant des personnes qui ne les écoutent déjà plus. Ce qui blesse le plus, ce n'est pas d'être rejeté. C'est de mettre des années à croire que ce rejet n'est qu'un malentendu. On pense avoir mal formulé. On cherche une phrase plus juste, un ton plus calme, un moment plus favorable. On devient plus prudent, plus mesuré, plus docile dans sa propre manière d'exister. On reprend la même vérité intérieure sous des formes différentes, comme si le problème venait de l'emballage. Puis, un jour, quelque chose devient irréversible. Certaines personnes n'entendent pas ce que vous dites. Elles entendent seulement ce que l'image qu'elles ont de vous leur permet d'entendre. À partir de là, le monde social ne se présente plus de la même manière. On comprend que, dans beaucoup de conversations, deux personnes ne sont jamais seulement deux personnes. Il y a celui qui parle. Et il y a le personnage que l'autre a déjà fabriqué à partir de lui. L'enfant qui ne doit pas contredire. L'ami qui comprend toujours. Le fragile. La compliquée. Le fort. L'ingrat. La raisonnable. Celui qui revient. Celle qui pardonne. Celui qui fonctionne. Une fois installé, cette place devient une loi silencieuse. Tout ce que vous faites est interprété à travers elle. Même votre évolution devient suspecte. Surtout votre évolution. Car évoluer dérange une organisation que personne ne veut reconnaître. Jung n'aurait pas réduit cela à un simple problème relationnel. Il y aurait vu un phénomène psychique. Les êtres humains ne se rencontrent pas seulement, ils projettent. Ils déposent sur l'autre ce qu'ils ne savent pas porter en eux-mêmes, ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître, ce qu'ils n'osent pas nommer. Ils ne voient pas uniquement votre comportement. Ils voient leur peur de votre comportement. Ils ne voient pas seulement votre limite. Ils voient l'humiliation que cette limite réveille dans leur dépendance. Ils ne voient pas seulement votre calme. Ils y lisent peut-être du mépris, de la froideur, de l'orgueil, parce que cette lecture protège leur ordre intérieur. On n'est pas seulement mal compris. On sert parfois à maintenir le malentendu. C'est brutal, mais chacun en connaît les preuves discrètes. Vous gagnez en assurance, et l'on appelle cela de l'arrogance. Vous cessez de vous expliquer, et l'on appelle cela de la froideur. Vous posez une limite, et une chaleur disparaît soudain, comme si elle n'avait jamais été destinée à vous, mais à votre disponibilité. Vous ne dites pas oui immédiatement, et toute la structure cachée de la relation devient visible. Non parce que vous êtes devenu pire, mais parce qu'une version de vous, utile aux autres, commence à mourir. Les gens ne tiennent pas toujours à vous. Ils tiennent souvent à ce que votre ancien rôle leur permettait d'éviter. Dans les familles, dans les amitiés, dans le travail, même dans les relations qui se disent libres, ces rôles se forment sans déclaration officielle. Personne ne dit clairement « tu seras celui qui se tait ». Tu seras celle qui absorbe tout. Tu seras celui qui n'a pas de besoin. Cela arrive autrement. Par des compliments. Par des retraits. Par de petites punitions. Par le soulagement sur les visages quand vous vous adaptez encore une fois. Par la froideur qui apparaît quand vous ne le faites pas. Ainsi, un être apprend quelles parties de lui sont acceptables et lesquelles troublent l'ordre. Et, avec le temps, il appelle cela sa personnalité. Le danger commence ici. Non pas quand on ment consciemment, mais quand on est récompensé si longtemps pour une forme de soi que l'on finit par la confondre avec sa nature. Jung appelait cette façade sociale la persona. Mais il faut prendre ce mot au sérieux. La persona n'est pas simplement un masque que l'on met le matin et que l'on retire le soir. Elle est souvent plus ancienne que la décision consciente. Elle naît de la nécessité. Du besoin de ne pas être blessé. De l'expérience que certaines vérités coûtaient trop cher. De la découverte précoce que l'amour obéit parfois à des conditions que personne n'avoue. Au début, le masque protège. Ensuite, il exige des sacrifices. L'être aimable désapprend la colère. L'être fort désapprend la faiblesse. L'être intelligent redoute d'avoir l'air ignorant. L'être calme devient l'écran sur lequel les autres déposent leur agitation. Et plus un rôle reçoit d'approbation, plus il devient difficile de l'abandonner. Non parce qu'il est vrai, mais parce qu'il fonctionne socialement. C'est pourquoi certaines conversations laissent une impression de vide, même lorsqu'elles ont duré des heures. Ce ne sont pas toujours des êtres qui se parlent. Ce sont des masques qui négocient entre eux. Chacun montre une partie acceptable. Chacun protège ce qui pourrait menacer l'appartenance. On est sincère, mais seulement jusqu'au point où la sincérité aurait des conséquences.
On est proche, mais seulement tant que personne n'apparaît entièrement. Ainsi naît une fatigue que peu savent nommer. On croit être épuisé par les autres. En réalité, on est épuisé par la correction permanente de soi. Par cette surveillance intérieure qui demande quelle version de nous sera sans danger aujourd'hui. Par l'effort d'être à la fois présent et acceptable. Par cette obligation silencieuse de modifier sa voix pour que personne n'entende ce qu'elle porte vraiment. Cette fatigue ne vient pas de parler. Elle vient de disparaître pendant que l'on parle. Et l'on s'étonne ensuite de se sentir vidé après des rencontres apparemment ordinaires. Le faux a un prix, même lorsqu'il est poli. Il s'accumule dans le corps. Dans une irritabilité sans cause visible. Dans la lourdeur qui précède certains rendez-vous. Dans le rejet d'un message avant même de l'avoir lu. Dans la résistance à réintégrer un rôle qui semble léger de l'extérieur, mais qui consume quelque chose à l'intérieur. Le corps comprend souvent avant la conscience qu'une relation ne demande pas seulement de la présence, mais une forme d'effacement. Jung aurait parlé ici de l'ombre. Non comme d'un mal moral. Non comme d'un démon intérieur. Mais comme de tout ce qui a été expulsé de l'image acceptable de soi. La colère que vous n'aviez pas le droit d'avoir. Le désir de distance. La jalousie. La dureté. La fierté. L'épuisement. Le non. Le besoin de ne pas toujours être compris, mais enfin de ne plus être utilisé. Rien de tout cela ne disparaît. Cela attend. Pas paisiblement. Pas time. Ce que l'on enterre continue d'agir. Plus un être a appris à se modeler pour recevoir de l'approbation, plus une seconde réalité grandit en lui. Dehors, il est peut-être agréable, rationnel, fiable. Dedans, un espace se remplit de tout ce qui n'a pas été vécu. Pas toujours sous forme de révolte. Souvent sous forme de pression. D'amertume. De fantasme de départ. De désir d'être, pour une fois, moins bon. De froideur soudaine envers des personnes dont on portait autrefois chaque tension. Et un jour, une question surgit, presque insupportable. Est-ce moi que ces gens aiment, ou seulement la forme dans laquelle je ne les dérange pas? Cette question change un être humain. Elle modifie la manière dont il relie son passé. Certaines scènes prennent une autre lumière. Un compliment ne ressemble plus à de la tendresse, mais à une assignation. Un conseil ne paraît plus protecteur, mais réducteur. Une inquiétude révèle du contrôle. Une plaisanterie devient un avertissement. Ne sors pas de la place que nous t'avons donnée. Tout n'était pas cruel. Ce serait trop simple. Beaucoup de choses étaient inconscientes. Mais c'est justement ce qui les rend difficiles à saisir. Le pouvoir inconscient n'a pas besoin de se justifier. Il se fait passer pour la normalité. La plupart des malentendus profonds ne sont pas accidentels. Ils sont structurels. Les êtres se simplifient les uns les autres, parce que voir vraiment demande un effort. Voir une personne dans ses contradictions coûte de l'énergie psychique. Alors l'esprit fabrique une étiquette. Il est instable. Elle est trop sensible. Il exagère. Elle dramatise. Il est fort. Elle est difficile. Dès qu'une image se forme, elle commence à gouverner la perception. Tout ce qui la confirme est retenu. Tout ce qui la contredit est minimisé, oublié ou transformé. Voilà pourquoi il est presque impossible de convaincre quelqu'un que vous n'êtes plus la personne dont il a besoin. Vous ne luttez pas contre une opinion. Vous luttez contre la stabilité d'un monde intérieur qui n'est pas le vôtre. Si l'autre devait admettre qu'il vous a mal vu, il devrait peut-être admettre qu'il voit mal aussi d'autres personnes. Que son jugement n'était pas lucidité, mais défense. Que sa certitude n'était pas vérité, mais protection. Beaucoup évitent cette découverte avec une discipline étonnante. Il est plus facile de figer quelqu'un que d'interroger son propre regard. Et c'est ici que Jung devient inconfortable. Ce qui nous irrite chez l'autre indique souvent quelque chose que nous ne supportons pas en nous-mêmes. La personne sûre d'elle dérange celui qui a abandonné sa propre liberté. Le direct blesse celui qui a exilé sa colère sous couvert de morale. L'indépendant menace celui qui a construit sa vie autour de l'approbation. Celui qui ne demande plus la permission expose silencieusement tous ceux qui vivent encore comme s'ils devaient être autorisés à exister. L'authenticité ne provoque pas parce qu'elle est bruyante. Elle provoque parce qu'elle révèle, sans discours, ce que les autres ont déserté en eux-mêmes. Certaines relations ne s'affaiblissent donc pas parce que l'amour disparaît. Elles s'affaiblissent parce que la conscience apparaît.
À partir du moment où vous voyez ces mécanismes, vous entendez autrement. Sous les phrases, une seconde langue se met à parler. Qui cherche vraiment à me comprendre, et qui cherche à me ramener dans une ancienne fonction. Qui s'inquiète pour moi, et qui craint seulement de perdre son contrôle. Qui aime ma présence, et qui aime mon adaptation. Ces questions rendent seules. Non parce qu'elles condamnent tout le monde, mais parce qu'elles détruisent les évidences anciennes. Après cela, on ne peut plus être présent avec la même naïveté. Le véritable tournant n'est peut-être pas le conflit, ni la déception, ni la scène précise après laquelle on se retire. Le tournant est le moment où l'on comprend que le fait d'être compris n'a jamais dépendu uniquement de notre clarté. On peut parler mieux, plus calmement, plus justement. Mais une personne qui a besoin de sa projection utilisera même votre précision comme une preuve contre vous. Alors commence une autre forme de dignité. Pas la dignité bruyante de l'attaque. Une dignité plus nue, plus froide. On cesse de défendre son monde intérieur devant chaque tribunal mal composé. On explique moins, non par orgueil, mais par lucidité. On comprend que certaines conversations ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent le retour. Le retour à celui que vous étiez pour les autres. Le retour à l'ancienne prévisibilité. Le retour au masque. Et c'est peut-être exactement là que quelque chose en vous refuse de revenir. Si cette pensée touche un point que vous préférez d'ordinaire ranger avant de le regarder, ne la laissez pas disparaître trop vite. Certaines formes de pensée ne se suivent pas par habitude, mais parce qu'elles maintiennent une porte intérieure entr'ouverte. Un signe discret sous cette vidéo, le choix de continuer avec ce canal, ne serait alors pas un geste mécanique d'approbation, mais la décision de ne pas refermer trop vite cette porte. Il existe un moment où l'on cesse d'essayer d'être correctement compris. Non par amertume. Non par supériorité. Mais parce que chaque explication supplémentaire vous ramène au même endroit, devant un tribunal intérieur qui a déjà rendu son verdict. Avant, vous auriez recommencé. Plus doucement. Plus clairement. Plus justement. Vous auriez démonté votre intention pièce par pièce pour la rendre acceptable. Mais un jour, vous voyez que cet effort ne sert plus la vérité. Il sert l'espoir de préserver un lien qui ne survit qu'au prix de votre effacement. Et c'est là que la vraie rupture commence. Celui qui cesse de se justifier devient soudain difficile à supporter. Car l'explication n'était pas seulement une communication. Elle était une offrande. Je vais encore me réduire pour que tu n'aies pas à réviser ton image de moi. Je vais me traduire dans tes catégories. Je vais te prouver que je ne suis pas devenu dangereux. Je vais garder le pont ouvert, même si tu n'as jamais eu l'intention de le traverser. Quand cette offrande cesse, l'espace change. Certains appellent cela de la froideur. D'autres de l'orgueil. D'autres parlent d'éloignement, comme si celui qui se retire avait commis une faute contre l'humain. Pourtant, souvent, rien de spectaculaire ne se produit. Pas d'accusation. Pas de crise. Pas de rupture théâtrale. Seulement un refus silencieux de nourrir l'ancien rôle. Les réponses deviennent plus courtes. Les justifications moins fréquentes. Les mauvaises interprétations restent parfois debout, parce que les corriger coûterait plus cher que les laisser exister. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. L'ancien en vous veut encore sauver quelque chose. L'image. Le lien. La preuve de votre bonté. La preuve de votre innocence. Il veut empêcher l'autre de penser mal de vous. Mais c'est précisément cette nécessité qui faisait partie de la prison. Celui qui doit survivre à chaque regard étranger ne s'appartient pas entièrement. Il vit livré à l'interprétation d'autrui. Jung ne verrait pas ici l'ombre comme une ennemie, mais comme une force de compensation. L'ombre ne dit pas « détruis ». Elle dit « cesse de te laisser détruire ». Elle fait surgir de la colère là où il n'y avait que de l'adaptation. Elle fait surgir de la distance là où il y avait réconciliation immédiate. Elle fait surgir un non qui ne demande plus pardon simplement parce qu'on ne l'attendait pas. Beaucoup craignent cet instant parce qu'ils pensent qu'il les rend dur. Mais la dureté est autre chose. La dureté ne sent plus. Ici, au contraire, on sent plus exactement. Seulement, le sentiment ne se retourne plus automatiquement contre celui qui le porte. Avant, toute tension devenait une mission. Quelqu'un était déçu, donc il fallait expliquer. Quelqu'un était blessé, donc il fallait se plier. Quelqu'un se taisait, donc il fallait sauver le lien. Désormais, la tension devient d'abord une information. Cela transforme les relations.
Ceux qui tenaient seulement à votre ancienne disponibilité sentent immédiatement la perte. Ils deviennent nerveux. Ils vous accusent d'avoir changé, alors qu'ils regrettent surtout l'ancien accès à vous. Ils parlent de proximité, mais ils veulent dire habitude. Ils parlent d'inquiétude, mais ils veulent dire contrôle. Ils parlent de votre froideur, parce qu'ils n'ont pas de mots pour nommer la diminution de leur pouvoir sur vous. D'autres restent. Peu, peut-être. Mais autrement. Celui qui peut vraiment voir ne punit pas votre limite. Il n'est pas obligé de la comprendre tout de suite, ni de l'aimer immédiatement. Mais il ne tente pas de vous ramener de force dans votre ancienne place. Et c'est ainsi que l'on découvre quelles relations avaient une base vivante, et lesquelles vivaient seulement de votre ancienne réduction de vous-même. Ce n'est pas une victoire. C'est un tri silencieux. On ne perd pas toujours des personnes. On perd des fonctions. La fonction de tout comprendre. La fonction d'apaiser les atmosphères. La fonction de traduire son être jusqu'à ce que personne ne soit dérangé par sa vérité. Ce qui reste paraît d'abord plus pauvre. Moins de voix. Moins d'explications. Moins d'harmonie apparente. Mais ce moins a du poids. Dans cet espace, pour la première fois, il n'est plus nécessaire de jouer aussitôt. On sent la fatigue accumulée. On voit combien de temps on n'a pas été présent, mais disponible. Combien de fois on a confondu paix et vérité simplement parce que personne ne criait. Combien de liens reposaient sur une forme d'absence de soi. L'ancienne persona ne meurt pas dans un grand geste. Elle meurt dans de petites désobéissances. Dans une phrase que l'on n'adoucit plus. Dans un message que l'on ne surcharge plus d'explications. Dans une invitation refusée sans invention. Dans la capacité d'être mal compris sans courir aussitôt sauver son image. Ce n'est pas encore la liberté. Mais c'est la fin d'une certaine servitude. Ce qui vient ensuite n'est pas un retour. Quand on a vraiment vu combien de son existence était faite de rôles, d'ajustements et d'attentes étrangères, on ne peut plus simplement rentrer dans l'ancienne forme. On peut retravailler, reparler, refonctionner. Mais quelque chose demeure différent. Un endroit intérieur ne répond plus à l'ancien commandement. Jung appelait ce chemin l'individuation. Non pas l'épanouissement de soi au sens léger. Non pas la fabrication d'une personnalité plus intéressante. Mais le déplacement lent depuis la simple persona vers un soi qui connaît aussi son ombre. On ne devient pas plus pur. On devient plus entier. Et l'entièreté est rarement confortable. Celui qui se rapproche de lui-même devient moins prévisible pour les autres. Il ne dit plus oui aux bons endroits. Il ne s'excuse plus pour chaque limite. Il ne cherche plus dans chaque regard la permission d'exister. Certains appellent cela de la dureté. En vérité, c'est seulement la fin d'une ancienne trahison de soi. La solitude qui en découle est réelle. Mais elle n'est pas vide. Elle est l'espace où l'on respire, pour la première fois, sans public. Sans devoir expliquer aussitôt. Sans se rendre plus petit. Sans neutraliser sa vérité pour que les autres restent tranquilles. Reconstruire ne signifie plus bâtir une meilleure image de soi. Cela signifie ne plus vouloir vivre comme une image. Peut-être que la vie devient alors moins brillante. Moins facile à raconter. Moins faite pour être admirée. Mais elle devient plus difficile à trahir. Et c'est déjà plus que ce que beaucoup atteignent. À la fin, il ne reste pas une réponse consolante. Il reste une question qui ne disparaît plus. Voulez-vous redevenir compréhensible pour ceux qui n'ont connu que votre masque, ou voulez-vous enfin cesser de vous abandonner pour être accepté? C'est là que commence le vrai chemin. Pas bruyant. Pas séduisant. Mais vrai.